Tu es tenté par le Subfold Downwind, mais pas convaincu par la chronophage et peu écologique logistique en voiture? J'ai la solution et dans cette nouvelle vidéo, je te partage mon expérience et te livre mes meilleurs conseils, tant sur les choix de matériel que sur la méthode pour remonter au vent en wingfoil, dégonfler et plier la wing, puis redescendre enfin en subfoil. Et bien sûr, éviter les petites erreurs qui se transforment en grosses galères. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone pour une nouvelle vidéo. Après avoir évoqué les 10 infos de base à connaître absolument pour se lancer en Subfoil Downwind, aujourd'hui je vais évoquer un sujet qui me tient bien à cœur, le Downwind en Subfoil après avoir remonté le vent en Wingfoil. Pour que ça se passe bien, il y a plein de petits détails à savoir et croyez-moi, ça fait une différence énorme, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour éviter une galère. Donc pour poser les bases, le principe du deflator ou upwing downwind, comme certains l'appellent, il faut bien donner un nom, hein, c'est je remonte au vent en wing avec un sac à dos et ma pagaie, je m'arrête dans l'axe du vent, je dégonfle, je mets ma wing dans mon sac et je rentre en foil si tout va bien. Après, on peut aussi s'arrêter sur une plage pour dégonfler, ranger, etc. Mais ouais, tant mieux si on peut le faire, mais les bonnes configurations dans ce cas-là sont plus rares, surtout pour avoir des bons bumps tout de suite pour décoller. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en distance, on fait 2 fois plus de près que de downwind. Donc, si on veut faire 8 km de downwind, il faut faire environ 16 km de près. Normal, hein, on remonte pas au près face au vent, alors que la descente, c'est pratiquement plein vent-arrière. Et pareil en termes de temps, donc hors le temps de décollage qui peut être variable selon les personnes, pour 30 minutes de downwind, il faut prévoir au moins 1 heure de près à la louche. Cela peut paraître impressionnant, mais à moins d'avoir un chauffeur, donc se faire déposer sans avoir à faire de logistique voiture, retourner récupérer un véhicule au point de départ, etc. Ça reste beaucoup moins long de faire de monter en wing que en fait de faire un downwind voiture. Et aussi évidemment beaucoup plus éco-responsable. Attention aussi, au niveau sécurité, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, sous prétexte qu'on veut faire un downwind. J'évoquais d'ailleurs le sujet de la sécurité dans une autre vidéo, dont je te mets le lien ici, et puis en description, bien sûr. Alors pourquoi faire un deflator, c'est top? Premier avantage, ça va être l'autonomie, parce que quand tu fais un deflator, tu ne dépends de personne. Deuxième avantage, tu peux choisir ta distance, et surtout, tu peux recommencer dans la foulée. Tu regonfles et tu repars. Et du coup, quand tu débutes ou que tu essaies du matos pour la première fois, tu peux faire des très petites distances pour pas t'engager pour des heures de galère potentielles. Troisième avantage, tu peux choisir l'angle de descente de manière idéale. Et en fait, des avantages, il y en a plein, je peux continuer, hein, ça prend moins de temps, c'est plus écolo, ça permet de tester du matos sur des petits parcours répétables, de mieux s'entraîner au décollage sans gâcher du temps, de l'énergie, de la volonté en galérant pendant des heures pour finalement arriver à l'arrivée, comme sur un parcours normal, etc., etc., etc. Et en plus, ce qui tombe bien, c'est que les foils ultra high aspect qui fonctionnent le mieux en downwind sont aussi ceux qui remontent le mieux au vent. Enfin, pour moi, c'est quand même un signe. Après, si je veux parler du bon matos. Pour une expérience de deflate réussie, il y a plein de choses à savoir et à respecter. D'abord, niveau planche et foil, avec la wing sur le dos, on a quelques kilos de plus, disons peut-être 5 kilos, mal placé de surcroît. Il faut donc éviter de partir avec une planche sur laquelle on est déjà un peu juste en équilibre, sans sac. Après, le volume exact en fonction du poids, ça va dépendre de son niveau, mais il faut prévoir ça en amont, quoi. Pour le foil, c'est pareil. Au moins au début, c'est quand même pas mal d'assurer en prenant un foil d'une taille au-dessus de ce que l'on aurait pris si on n'avait pas de sac. Par exemple, imaginons je serais parti en 1000 pour un downwind sans sac, bah peut-être que pour mes premiers deflators, je vais partir en 1200 pour assurer. Après, une fois qu'on est à l'aise, on peut redescendre, mais il faut y aller progressivement en poussant le curseur facilité afin de ne pas se mettre en galère. C'est un truc que je vous engage à faire en downwind, c'est au début en tout cas, pousser les curseurs facilité, accessibilité, parce que sinon vous risquez de vous dégoûter en fait. Donc un élément clé de la réussite du deflator, c'est le sac. Perso, ce que je recommande, c'est un sac étanche, léger, compact, bien stabilisé sur le dos. Couplé avec un leash ceinture que l'on pourra passer dans les bretelles, ce sera top pour ramer sans qu'il se balade. Le sac étanche, ce qui est bien, c'est qu'il n'embarque pas d'eau à chaque gamelle et qu'en faisant le vide en le refermant, on limite sa prise au vent et son encombrement au max.
Enfin, moi au début j'avais essayé par exemple avec un sac d'aile de wing, en fait il y avait une grille plutôt sur le dessus, chaque gamelle ça se remplissait d'eau, c'était pas bon du tout. En plus j'avais pas de clip sur le ventre qui empêchait que ça se balade, enfin, ça avait été un peu galère. Après je sais aussi certains qui veulent utiliser des sacs en fait très ajourés, avec juste la wing en fait qui serait compressée, mais en fait on tombe, la wing elle se remplit d'eau, enfin pour moi c'est pas bon non plus. Sac étanche, je pense que c'est le meilleur compromis. Par ailleurs, je recommande aussi d'utiliser un harnais pour faciliter la remontée au vent. Le harnais, c'est moins de fatigue et aussi un prêt plus efficace. De plus, si on utilise un leash ceinture comme évoqué à l'instant, on peut mettre un crochet dessus et ça mange pas de pain. Et puis pour les bouts de harnais, tu verras, ils peuvent avoir deux utilités, je l'évoque dans quelques instants. Au niveau de la wing, l'idée c'est d'utiliser la plus petite wing possible pour limiter son encombrement une fois plié, mais tout en ayant assez de puissance pour remonter au vent. Donc, si possible, moins de 3, 5 ou 4 mètres, c'est top. Au-dessus, c'est un peu plus encombrant. Moi, ce que j'adore, c'est 3 mètres, et je me rends compte que c'est pas forcément toujours facile. Enfin, faut du vent pour sortir à 3 mètres aussi. Évidemment, il faut surtout pas oublier la pagaie, et donc de quoi l'accrocher. Certains la mettent dans le sac à dos, genre pagaie en 3 parties. Moi, j'aime bien les bonnes pagaies, donc je suis pas trop fan des 3 parties. Surtout que, en fait, la pagaie, on lui met quand même, pour décoller, on lui met quand même le tarif. Donc c'est bien de pouvoir utiliser les matériaux à leur meilleur. En fait, les 3 parties avec les manchons, etc., elles fonctionnent quand même moins bien. Donc, pour l'attacher, j'utilise le système de bout de harnais rétractable Hartness 3D qui s'attache avec des velcro sur les poignets. Et c'est nickel pour attacher la pagaie, en fait, qu'on prend aussi dans le velcro, comme vous voyez à l'image. Que les poignets soient rigides ou souples, ça marche dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Et on peut aussi utiliser sinon des velcro simples ou des élastiques. Mais voilà, ça fait pas bout de harnais. Moi j'aime bien les choses optimisées qui servent à 2 choses ou 3 choses à la fois, comme ici le boot, mais aussi le leash ceinture qui sert de leash, de harnais et de stabilisateur de sac, etc. Pour la pagaie, alors attention à comment on la positionne. Moi j'évite qu'elle dépasse trop devant, et surtout que ce soit pas la pale devant, parce que en fait la gamelle quand même elle arrive vite. Des fois il y a de la mer, il y a du vent et tout. Avec la grande planche c'est pas toujours évident. Moi je me prends des gamelles des fois en remontant en vent. Et j'ai pas du tout envie de me manger une pale dans la bouche, quoi. Ça c'est pas trop mon délire. Par ailleurs, c'est bien aussi d'avoir une montre GPS pour mesurer les distances de ses bords de près, pour trouver facilement l'axe du parcours. Ça donne des repères et voilà, si on en a une, c'est quand même bien. Si on fait des parcours un peu longs, c'est bien aussi d'avoir le téléphone avec soi et avec la géolocalisation activée et partagée avec quelqu'un d'autre. Alors une fois qu'on a le bon matos, comment procéder pour faire un upwing downwind ou un deflator réussi? Pour la remontée au vent, c'est classique, comme je disais, c'est mieux avec un harnais, et il faut bien choisir la distance et le bon axe pour s'arrêter. Ensuite, une fois que tu t'es arrêté, assieds-toi califourchon sur ta board, dos au vent, tu mets ta wing sur le dos aussi devant toi, là tu peux détacher ta pagaie parce qu'elle est sur le dessus, et en fait tu peux ensuite t'asseoir sur la pale, donc manche à 45 degrés vers l'avant. Comme ça, en fait, elle t'aide à pas trop mouiller la voile, parce que ça élargit un peu la zone de support entre l'avant de la planche et donc ce manche de pagaie. Donc assure-toi que tu as bien tout ce qu'il faut, pagaie, sac pour mettre la wing, etc. Parce que ce serait con de te retrouver avec la wing dans une main et la pagaie dans l'autre pour la descente, ou d'avoir oublié ta pagaie. Et ensuite, une fois que tu t'es assuré de vraiment de tout avoir, dégonfle ta wing en la tenant par la poignée de free fly et sans défaire ton leash pour l'instant. Une fois qu'elle est dégonflée, sans qu'elle soit trop mouillée, plie-la en deux et roule-la en partant des oreilles et sur le bord d'attaque. Si besoin, entraîne-toi à terre pour réaliser cette manœuvre. Et en fait, tu dois la rouler le plus compact possible. Inévitablement, il y aura un petit peu d'eau dedans, donc prends soin de la faire se vider avant de la plier. Ensuite, tu la plies donc en 3 et tu peux l'attacher avec le leash pour qu'elle reste bien pliée. Et maintenant, tu peux évidemment du coup le défaire de ton poignet. Un petit pliage d'usine et hop, c'est prêt à rentrer dans le sac. Donc là, tu peux amener ton sac devant toi, l'ouvrir, glisser la wing dedans, vider l'air, fermer. Il est important que le sac soit le plus compact possible pour éviter la prise au vent et qui peut aussi te déséquilibrer. Ensuite, tu peux remettre ton sac sur ton dos. Prends le temps de bien le stabiliser. C'est pas du temps perdu, crois-moi. Le plus il fait corps avec toi, le mieux c'est. Pour ça, moi je passe mon leash ceinture dans les bretelles. Ça me fait une sangle ventrale qui bloque mon sac. Et franchement, t'as un sac qui te balade, c'est vraiment galère. T'as déjà assez de problèmes comme ça pour rester debout sur la planche et essayer de décoller. Donc si tu peux éviter ça, c'est mieux.
Donc maintenant, ça y est, tu es prêt à ramer dans les meilleures dispositions malgré ta wing sur ton dos. Et si Dieu le veut, tu vas décoller et te régaler. Si tu as aimé cette vidéo, tu seras aussi intéressé par celles qui te sont proposées à l'écran. N'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner. Il y a plus de contenu Subfold Downwind qui arrive sur la chaîne. Allez, à samedi prochain à 9h15 pour la prochaine vidéo, à moins que l'on se croise sur un spot d'ici là, ou même sur Instagram où je pose des trucs tous les jours. Allez, bye bye!